Bonjour Damien, Bonjour David. merci de m'accorder ce temps malgré le fait que tu sois un petit peu malade. Je vois que tu T'en as prie. sorti le col roulé, donc tu Voilà. es dans de bonnes dispositions pour enregistrer avec moi. Écoute, avant de démarrer, je te propose de te présenter en quelques mots. Oui, alors très rapidement, j'ai une cinquantaine d'années, un tout petit peu plus. Je suis père de quatre enfants, je travaille dans la pub depuis 25 ans à peu près, mais je suis pas créatif malheureusement. Donc j'ai passé 3 ans dans l'automobile au tout début de ma carrière, ensuite 8 ans à développer l'outil de mesure d'audience de la publicité extérieure qui s'appelle Affimétrie. Ensuite, j'ai rejoint le groupe Kantar pour diriger une filiale en France qui dirigeait, qui vendait, qui fabriquait et vendait des outils de média planning. Puis j'ai occupé différentes fonctions, notamment celle de directeur de l'innovation pour la région EMEA, donc l'Europe et le Moyen-Orient. Et puis, il y a 5 ans, j'ai rejoint une start-up qui s'appelle Advanted, qui a développé une plateforme de trading des médias offline. Ça a beaucoup grossi en 4 ans, et puis j'ai quitté cette aventure il y a un an maintenant pour rejoindre l'UDECAM. Voilà, que j'ai rejoint exactement le 1er août de l'année 2022. Et L'UDECAM, pardon, petite précision, c'est un acronyme. Donc pour les non-initiés, c'est l'Union des entreprises de conseil et d'achat média. Donc c'est l'organisme professionnel qui fédère les agences médias. Les agences médias, ce sont les cousines des agences de pub. Ce sont celles qui précisément achètent l'espace publicitaire pour le compte des marques qu'elles ont en portefeuille. Voilà. merveilleux, de toute façon, on aura un petit peu l'occasion de revenir sur le rôle de l'UDECAM, qui est peut-être mal connu Hmm. par certains de nos auditeurs. Mais avant de parler de tout ça, est-ce que tu pourrais me dire ce qui t'a donné envie de travailler dans la publicité initialement? Mais la créativité, c'est une des disciplines du conseil qui requiert le plus de créativité. J'ai une certaine affinité avec le graphisme, et pourtant, c'est pas du tout les études que j'ai fait, et c'est même pas du tout ce que j'ai pratiqué. Donc, en fait, je suis arrivé dans la pub un peu par hasard, parce que c'est un secteur qui me semblait un petit peu inaccessible, hein. J'étais parti pour faire carrière dans l'automobile. Et puis, quand l'occasion s'est présentée, de rejoindre le marché des médias et de la publicité, j'ai dit oui, mais c'était plutôt par des fonctions très, j'allais dire scientifiques. Je serais un peu usurpé de prétendre ça, mais des fonctions très quantitatives, c'est-à-dire par le biais de la mesure d'audience, tu vois. Donc, a priori, rien à voir avec le métier de la création. Encore qu'en agence média, dont la discipline est précisément très quantitative, puisque pour acheter de l'espace, il faut en connaître l'espace publicitaire, j'entends, il faut en connaître assez bien l'audience et le profil de celle-ci. Voilà, ça requiert des qualités, enfin, une certaine maîtrise, on va dire, des statistiques. C'est pas très sophistiqué non plus, faut pas exagérer, mais ça n'a rien à voir avec la créativité. Et pourtant, je m'y plais tout autant, alors que je ne pensais pas y arriver par ce biais-là. Voilà. Alors après 25 ans passés dans la publicité, tu as été un peu le témoin Mhm. privilégié de plusieurs cycles d'innovation, parce que c'est quand même Ouais, un milieu qui est en constante mutation. ouais. Notamment, je pense que la TV est un bon exemple de ces nombreuses évolutions, qui prend sa source dans la révolution industrielle, qui a pas arrêté de progresser, d'évoluer, qui maintenant est en train de se digitaliser avec la TV connectée, la TV segmentée, et en même temps, il commence à y avoir des géants du streaming tels que Netflix, etc., qui arrivent sur des modèles un petit peu hybrides, on ne sait pas trop comment les positionner, des Squeezie ou des YouTubers comme de ce genre-là, qui en réalité ont des audiences stratosphériques et qui deviennent en fait des chaînes à part entière. Dans toute cette transformation, est-ce que tu pourrais nous raconter un petit peu cette épopée, cette histoire de la façon dont toi tu l'as vécu depuis ses sources, son origine, jusqu'à ce qu'elle pressent devenir? Alors, oui, enfin, j'ai pas la prétention non plus d'être un historien des médias, mais pour autant que je puisse faire part de mon modeste témoignage, je dirais que à chaque fois qu'un nouveau média est arrivé, d'ailleurs, ça foutait les jetons à tous les autres parce que tout le monde se disait on va disparaître. On a cru que la radio allait remplacer la presse, on a cru que le cinéma allait remplacer la radio, on a cru que la photographie allait bouleverser complètement. Et en fait, moi, je crois beaucoup en ce phénomène de sédimentation, c'est-à-dire qu'un média arrive. Il remplace pas les autres, pas nécessairement. Il y a effectivement un engouement pour la nouveauté systématiquement, mais les autres restent, demeurent, se tassent un peu pour faire un peu plus de place au dernier entrant. Et c'est ça qui s'est passé. Et donc la télé n'a pas du tout remplacé ni la radio, ni le cinéma, ni la presse, ni que sais-je. Euh, la télé est arrivée, a pris une part de marché, c'est devenu le média roi pendant une vingtaine d'années, les années 80, on va dire, non même avant, 70, 80, 90, c'était vraiment le média roi.
Et puis Internet est arrivé là-dedans et a tout bousculé. Donc ça, c'est la première remarque, c'est je pense qu'on assiste à un phénomène de sédimentation. La deuxième, c'est que quand on parle de digitalisation des médias, on ne sait pas toujours très bien de quoi on parle. Parce que, prenons l'exemple de la télévision par exemple. Ça fait, allez, on va dire une quinzaine d'années qu'on sait que la télé s'est digitalisée, mais qu'est-ce que ça veut dire la digitalisation de la télé? Il y a eu tout d'abord la digitalisation des moyens de consommation de la télévision. C'est-à-dire que la télé est arrivée, déjà elle s'est digitalisée, elle est devenue TNT, télévision numérique terrestre, donc on a assisté à la numérisation du signal. Pour autant, ça n'a pas bouleversé les modes de consommation. Puis après, il y a eu les box, et puis surtout en France, à la faveur des offres triple play, c'est-à-dire accès Internet, la télévision et la téléphonie fixe. On a eu des offres tellement concurrentielles parce qu'on avait 3 opérateurs qui sont devenus 4, qui se livrent une concurrence acharnée. Et du coup, les Français sont consomment beaucoup la télévision au travers de leur box. Je crois que c'est 60 ou 70% du volume d'audience qui est consommé au travers des box. C'est ce qui donne à penser qu'en fait, même si on a des Smart TV, c'est pas par la télé connectée qu'on consomme la télévision, mais c'est par sa box précisément. Bon. Voilà un autre moyen de digitaliser la télévision. Et puis, avec la télé sur IP est arrivée la consommation délinéarisée, c'est-à-dire les replays ou catch-up qui ont développé une très grosse audience. Bon. Et puis en fait, c'était toujours pas si digitalisé qu'on le prétend. C'est-à-dire qu'on avait digitalisé le moyen de consommation, mais pour autant, ce à quoi on assiste depuis 2 ans maintenant, à la faveur notamment d'une loi qui a été votée en août 2021 qui permet le décrochage publicitaire, c'est la digitalisation de l'écosystème de la télévision. Je vais y revenir, mais j'explique juste la parenthèse. Qu'est-ce que c'est que cette loi qui a été votée en août 2021 c'est une loi qui permet tout simplement de livrer une publicité différente à 2 foyers qui pourraient regarder le même programme. Il n'y avait qu'un système dérogatoire, c'était celui de France 3. Vous savez, France 3 qui est un espèce de réseau de télévision locale, du service public, et à la faveur des décrochements éditoriaux, il y avait toujours autour de ces décrochements éditoriaux, notamment les journaux télévisés locaux, un écran publicitaire local. Bon. C'était la seule exception à la règle. La règle a changé maintenant. Il peut se passer que lorsque mon voisin de palier regarde le même programme que moi, pour autant, il ne lui sera pas servi la même publicité qu'à moi. Et ça, c'est possible depuis 2021. Il y a plusieurs milliers de campagnes maintenant qui ont été servies par ce biais. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que d'un point de vue technique, les ad serveurs arrivent en télévision. Qu'est-ce que c'est que les ad serveurs? C'est des programmes qui ont pour mission de diffuser la publicité sur le web. Donc, les ad serveurs, ça existe depuis plus de 25 ans maintenant. Mais les ad serveurs arrivent en télévision, c'est-à-dire que maintenant, il y a eu des années de tests pour gommer l'effet buffer, pour essayer d'éviter de dégrader l'expérience du téléspectateur. Quand je vois de la publicité adressée, puisque c'est comme ça qu'on l'appelle, c'est la publicité adressée, je ne m'en rends même pas compte. C'est-à-dire que potentiellement, le 8 secondes Mars que je devrais voir, si j'ai un chien et que mon fournisseur d'accès a cette information, il peut m'être adressé une publicité pour aliments, pour chiens par exemple. Voilà. Alors que mon voisin verra la pub Mars. Voilà, c'est ça la télévision adressée. J'allais dire, c'est le dernier volet de la digitalisation de la télévision, mais ça ouvre des perspectives très grandes puisque on peut penser dès lors qu'il est possible d'adresser la publicité avec un ad serveur, que toute la publicité intégralement, y compris les campagnes nationales, soit servie par des ad serveurs. Donc c'est très intéressant. En fait, on vit une période on vit une vraie révolution de la télévision là qui est passionnante. Et vous parlez effectivement, David, des plateformes qui arrivent en France. Alors c'est intéressant parce que on a opposé pendant 20 ans les programmes de flux et les programmes de stock. En parlant de délinéarisation, on parle aussi de relinéarisation, puisque les grandes plateformes Netflix et YouTube, pour ne pas les nommer, ont fait des expérimentations de diffusion en live, dont les audiences sont pas négligeables. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est que en fait tout est en train de s'entremêler à la faveur d'une offre qui a complètement explosé. Ça pose des challenges sur le marché publicitaire, parce que ça complexifie considérablement son organisation. Et voilà, c'est à ça qu'on est en train d'assister. Et le téléspectateur que je suis,
Et le publicitaire que je suis, si tant est que je puisse me considérer comme tel, trouve cette période passionnante, à plus d'un titre. Ce qui est assez amusant, c'est que à l'époque, les marques qui voulaient faire de la awareness se jetaient sur la TV. C'était le support mass média par définition. Et petit à petit, avec l'essor du digital, elles se sont de plus en plus dirigées sur ces canaux-là qui permettaient l'hyper ciblage, le capping, etc. Et petit à petit, on voit les limites de ces modèles, notamment avec des campagnes parfois KPI drivées qui donnent l'impression d'être performantes alors qu'elles ne le sont pas réellement. Une recherche de remettre un petit peu du sens dans tout ça, de mesurer l'attention, quelque chose qui fait rêver tout le monde mais qui est difficile à toucher et surtout d'un point de vue automatisé, d'un point de vue algorithmique. Et par ailleurs, il y a ce monde de la TV qui est resté très, entre guillemets, arriéré, qui fonctionne avec des études, des post-tests, des réservations de plages d'horaires, etc. Et les deux vont commencer à se confronter. Et quelque part, avec notamment la fin du cookie, et donc la difficulté d'avoir du capping, etc., eh bien, on revient à des modes d'adressage qui peuvent s'apparenter à ce qu'on faisait à l'époque avec de la TV, c'est-à-dire du ciblage thématique, réserver tel emplacement, etc., du gré à gré, etc. De l'autre côté, on pourrait aussi bénéficier des études post-test qui étaient faites à l'époque pour justement mesurer cette attention, mesurer vraiment la pertinence et l'efficacité d'une publicité. Et dans l'autre sens, de façon bilatérale, la TV peut bénéficier du digital, c'est-à-dire, comme tu l'as dit tout à l'heure, des capacités de ciblage, notamment ton opérateur sait que tu as un chien, et ben il va te montrer une publicité pour Zoomalia, etc. Et comment est-ce que tu vois un petit peu ce choc des cultures? Est-ce que tu penses que ça va permettre de faire naître un nouveau modèle qui va être un enrichissement des deux, ou bien ça va être une guerre sanguine et au final un seul survivra? Non, je pense que les deux vont s'enrichir, mais que ça va être très long. Ça, c'est une thèse tout à fait personnelle. Les évolutions sont toujours plus longues que ce que les oracles veulent bien nous dire. On a lu, enfin, tous les éditoriaux du secteur du marché de la publicité ont annoncé l'année du mobile pendant 15 ans. Donc ça fait 15 ans qu'on parle de l'année du mobile, et c'est vrai qu'une grande partie de nos audiences ont shifté vers le mobile. Je viens de découvrir que en fait le deuxième device, donc le deuxième écran sur lequel YouTube est consommé, n'est plus le PC, mais à nouveau, enfin non pas à nouveau d'ailleurs, c'est tout à fait nouveau du reste, l'écran de télévision. Donc après le mobile, c'est l'écran de télé avant l'ordinateur, par lequel on consomme YouTube. Je ne sais pas si c'est dans les vieux pots qu'on fait les meilleures soupes, mais on est en train de redécouvrir des techniques de mesure qui avaient montré leur efficacité avant la big data. Alors, la big data, c'est pas le miroir aux alouettes, c'est la faculté de pouvoir mesurer avec une grande précision, puisque précisément, plutôt que d'avoir une donnée censitaire, c'est-à-dire ou sample data, comme disent les Anglais, c'est-à-dire une donnée échantillonnée, la big data, c'est la faculté d'avoir accès à toute la donnée, intégralement, puisque quand je télécharge une page web sur le navigateur de mon mobile, précisément, le décompte est unitaire et l'intégralité des URL téléchargées peuvent être comptées avec une comptabilité irréprochable. C'est ça la big data. Et puis comme en plus nos usages se digitalisent de plus en plus, pour un oui, pour un non maintenant, on prend plus de téléphone, on descend plus au magasin, on commande à déjeuner, on commande tous ses voyages par téléphone. Et donc, il y a une quantité de données invraisemblable qui est disponible là en temps réel et dont les marques et les distributeurs essayent d'exploiter depuis bientôt une dizaine d'années. Bon. Et puis il y a eu un certain nombre il y a un cadre réglementaire qui est arrivé, notamment le règlement général sur la protection des données, GDPR en anglais, ou RGPD, qui est venu battre en brèche un peu tout ça, tout simplement pour protéger les consommateurs que nous sommes et leur donner le droit à de retrouver un certain anonymat dans leur comportement digital. Bon. Mais si tu veux, ce cadre est devenu tellement contraignant qu'on redécouvre les bienfaits des panels, on redécouvre les bienfaits des échantillons, on redécouvre les bienfaits des post-tests. Alors, le digital a mieux que le pré-test, d'ailleurs, puisqu'on parle de pré-test, c'est l'A/B testing. L'A/B testing, c'est génial parce que ça permet effectivement, comme dans le digital, tout est mesurable. Entre parenthèses, ça ne veut pas dire que tout est bien mesuré.
Mais comme tout est mesurable dans le digital et que quand, par exemple, on fait une campagne de 3 millions d'impressions pour tel ou tel produit, on peut se permettre sur 3 millions d'impressions d'en prendre une toute petite partie, une dizaine de milliers, disons, pour tester, par exemple, une copie créative. J'ai 2 versions de mon spot de 8 secondes. Si je mets le packshot en gros ou le slogan en gros, ou si je vends des capsules de Nespresso selon que je mets Jean Dujardin ou pas, est-ce que ça clique plus ou moins? C'est ça l'A/B testing, c'est la faculté de tester à grande échelle l'efficacité d'une création publicitaire. Bon, il y a plus besoin de faire de post-test, de pré-test, pardon, et d'appeler un institut d'études pour le réaliser, j'allais dire, dans des conditions laboratoires. C'est fini, ça. Donc, l'A/B testing, c'est génial. C'est aussi de la big data. Ça permet d'optimiser des campagnes. Bon, voilà. Mais c'est une des rares, je pense que c'est un des rares cas dont on peut penser qu'il a encore pas mal d'avenir devant lui. Pour le reste, on redécouvre, comme je te le disais, le bienfait d'échantillonner, de sélectionner un panel. On redécouvre les bienfaits de l'extrapolation statistique, en fait. Comme d'ici quelques mois, les éditeurs dont on consulte les pages sur le web ne pourront plus déposer de cookies ou profiter de cookies tiers, c'est-à-dire on ne pourra plus s'échanger les cookies entre éditeurs. Ça va poser plein de difficultés pour le ciblage et je crois que lorsqu'on fait bien les choses, qu'on sélectionne un panel et qu'on teste des choses avec lui, qu'il s'agisse de mesures d'impact comme des pré- ou des post-tests ou de mesures d'audience, on découvrira des choses très intéressantes, on redécouvrira des choses très intéressantes. Donc, vous savez, en fait, l'histoire est un éternel recommencement. Il y a un autre, comment dire, il y a un autre mouvement qui est à l'œuvre, c'est la convergence des mesures. Alors effectivement, la télévision, qui était encore jusqu'à il y a peu un média offline, un média broadcast, est encore mesurée pour quelques années encore par le biais d'un panel. Alors que le web, la mesure est un petit peu différente. Selon qu'on parle de trafic ou de mesure d'audience, on a recours à un tag ou à des panels aussi en ligne. On parle aussi de mesures hybrides. Bon, je ne vais pas rentrer dans le détail de tout ça, mais il y a une grande convergence qui est à l'œuvre et qui complexifie le travail des mesureurs d'audience. Je pense que dans la mesure d'audience du web, on va redécouvrir les bienfaits des panels d'internautes pour mesurer l'audience des campagnes sur le web. C'est évident. Alors, et puis en toile de fond aussi la migration des KPI, enfin l'indicateur roi pour mesurer l'audience dans le web, c'est le CPM, et puis en télé, c'est le GRP. Bon, voilà, je sens que les régies de télévision en France se préparent à commercialiser une partie plus grande de leur offre au CPM, de leur offre télévision live au CPM. À l'UDECAM, on dit attention parce que le GRP est une mesure plus riche que celle du CPM, donc ne dégradons pas, mais ok pour l'harmonisation, mais ça va prendre un petit peu de temps parce que avant que d'harmoniser la mesure en masse, il faut harmoniser l'appréhension du contact. Voilà, c'est ça l'unité de mesure de l'audience, c'est le contact. Et dès lors que sa définition n'est pas la même selon l'écran au travers duquel on voit le contenu, on peut pas faire converger tout ça. Donc d'abord, faisons converger la notion de contact. Tu parlais d'attention tout à l'heure. Peut-être que la mesure de l'attention dont beaucoup d'acteurs font les gorges chaudes aux États-Unis, en Angleterre et en France, peut-être que la mesure de l'attention sera la mesure qui permettra de discriminer ou de qualifier le contact selon l'écran ou la nature du canal. Bon, à voir. Mais je pense qu'il y a beaucoup de boulot avant que toutes ces mesures ne convergent vers un seul indicateur. Voilà. Et ça, de toute façon, c'est un problème qui est un petit peu général avec l'essor du programmatique et le fait qu'on puisse acheter tout et n'importe quoi, n'importe quel support, dans plein d'écosystèmes différents en programmatique. Le fait d'avoir une vision globale, d'opérer comme ça une campagne cross-canal et en même temps d'avoir des KPI harmonieux qui permettent de juger de la performance du campagne est une réelle problématique. Et dans ce nouveau contexte, j'ai l'impression qu'il y a aussi une redéfinition des rapports de force dans la mesure où avant c'était
régie publicitaire des chaînes TV qui étaient un petit peu reines, tandis que maintenant, si je comprends bien, et surtout dans un monde cookieless où justement il n'y a plus vraiment cette donnée tierce qui peut être partagée, c'est les fournisseurs d'accès à Internet qui auront la donnée, la capacité d'opérer ce ciblage hyper précis, qui auront le pouvoir au final. Alors, oui, c'est intéressant. Il y a un petit shift dont on se rend compte à la faveur de l'arrivée de la télévision adressée. C'est que effectivement, ceux qui détiennent la donnée, ce sont ceux qui distribuent le signal. Pas ceux qui l'émettent ou le créent ou le produisent, c'est ceux qui le distribuent. Je dirais même c'est le dernier maillon de la chaîne. Donc la box que j'ai dans mon salon. Alors, elle va peut-être pas rester dans mon salon puisque quand je vois que depuis une quinzaine d'années qu'on a une box, elle est de plus en plus petite, je pense que la prochaine étape, c'est qu'elle sera en ligne. Hein. On s'identifiera, mais il y aura plus qu'un câble et ma box, elle sera dans le cloud quelque part. Mais voilà, c'est ceux qui fournissent l'accès, tu as tout à fait raison, qui détiennent une donnée qui est très intéressante, qui est une donnée big data. Alors, c'est une donnée big data certes, mais c'est une donnée qui est très riche parce que lorsque tu souscris à un abonnement à un souscripteur d'accès au web ou à la télévision, maintenant en général on a tous des abonnements triple play, donc ça emporte le téléphone filaire dont on se sert plus beaucoup, l'accès au web et la télévision sur IP. Ils ont nos coordonnées bancaires, ils ont notre lieu de résidence, ils peuvent savoir combien de personnes il y a au foyer, dans le foyer, ils peuvent savoir beaucoup de choses ces gens-là. Médiamétrie aura toujours son panel Médiamat, mais avec des données plus complémentaires et puis des données constituées sous quota. Tout ça va devoir converger, mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un acteur en plus. C'est la box, c'est la telco en fait, c'est l'entreprise de télécom qui commercialise l'accès. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que ça ouvre aussi, ça éclaire d'un nouveau jour le rapport de force entre ce que, je vais faire mon boomer là 2 minutes, mais ce que Jean-Marie Messier a appelé il y a 20 ans le rapport de force entre les fournisseurs de tuyaux, les fournisseurs de contenu. C'est très intéressant ce qu'il voulait faire. Il n'y avait pas la bande passante. Je pense que ce monsieur a eu raison 10 ou 15 ans trop tôt, mais quand il a constitué le groupe Vivendi en partant de la Générale des Eaux et en rachetant un certain nombre d'actifs ou en vendant, enfin bref, en constituant une espèce de groupe qui partait du principe que dès lors qu'on creuse une tranchée pour acheminer de l'eau, on peut aussi dérouler du câble, et donc dès lors on peut se transformer en société qui fournit toutes sortes de services audiovisuels, télématiques et tout ce qu'on veut. Il avait raison, c'est-à-dire que on a vu il y a quelques années s'ouvrir un autre marché qui n'existait pas. Il y avait une espèce de modus vivendi. On avait tous, depuis l'extinction du signal analogique en 2011, soit acheté un adaptateur pour rendre notre moniteur, notre écran compatible avec la TNT, soit acheter un nouvel écran, c'est-à-dire une Smart TV, soit souscrit à une offre triple play. Bon. Mais dès lors, ce qui est intéressant, c'est qu'on a vu quelques années après une espèce de bras de fer se jouer entre les producteurs de contenu et les distributeurs. Je vous rappelle qu'il y a un groupe audiovisuel qui a dit à une telco, voilà, maintenant si tu veux acheminer mon signal à nos téléspectateurs, il va falloir que tu payes. Et la telco de répondre, non, je vais pas payer puisqu'il y a accès gratuitement par ailleurs. Oui, mais qu'à cela ne tienne, comme toi, ça te permet de développer ta part de marché, il va falloir que tu me payes. Et puis le rapport de force est allé jusqu'au bout, il y a eu un noir sur l'antenne, et puis finalement, ça s'est résolu par le règlement d'une soulte de l'un à l'autre. Et puis quand le rapport de force concernait une telco qui avait une grosse part de marché, mais une chaîne de télé qui avait une petite audience, le résultat s'exprimait différemment. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire qu'on voit vraiment s'exprimer le rapport de force entre celui qui tient le tuyau et celui qui pousse le contenu qui passe par le tuyau. Ça, c'est très intéressant. Bon, c'est marginal vis-à-vis du marché publicitaire, c'est quelques millions, quelques dizaines de millions d'euros, mais ça en dit long sur ce que Jean-Marie Messier avait prédit il y a une vingtaine d'années. Voilà.
les tuyaux et les contenus. Très intéressant. D'ailleurs, je note au passage que, allez, si on les prend un par un, Free, voilà, pour commencer par le dernier rentrant, qui est une telco, voilà, qui est un peu le challenger des trois qui sont bien installés. Free est candidat à la reprise de la fréquence d'M6. Bon, je ne sais pas ce qui va en advenir. M6 doit renouveler son autorisation d'utiliser sa fréquence d'ici le mois de juillet, et Free est candidat. Pourtant, Free ne faisait jusqu'à présent que de la téléphonie. Est-ce que ça veut dire que Free va développer des chaînes de télé? C'est très intéressant tout ça. D'un autre côté, Bouygues est la holding de Bouygues Télécom, qui est le troisième opérateur, et la holding de TF1, qui est le premier groupe audiovisuel français, je crois même européen d'ailleurs. Voilà. Puis il y a un autre exemple avec SFR, qui est aussi dont le groupe est aussi propriétaire de BFM et de RMC. Ce qui est intéressant, c'est que ces groupes-là ont développé des stratégies au travers desquelles ils investissent et les tuyaux et les contenus. Mais le problème, c'est qu'ils n'ont pas la même part de marché selon qu'on parle de tuyaux et de contenus. Mais voilà, c'est intéressant d'observer tout ça. Je ne sais pas ce qui va en advenir, mais on assiste là à, comment dire, avec l'arrivée de Netflix aussi, l'arrivée de Paramount+, de Disney+, on assiste à une espèce de remaniement, de recomposition du marché audiovisuel qui impacte aussi le marché publicitaire et qui est très, très intéressant. Très intéressant. Et justement, en parlant de contenu, donc tu as cité Disney, etc. Il y a aussi donc les chaînes historiques, notamment pour certaines qui appartiennent à des opérateurs télécoms. On a parlé des chaînes YouTube. Il y a aussi les services 100% digitaux comme Molotov, etc. Mais, c'est quoi un petit peu ta vision de l'avenir de la TV, pardon? alors moi, j'aurais bien aimé que j'aimerais bien, mais ça c'est purement personnel, qu'il se constitue des groupes européens. Je sais qu'il y a un obstacle qui est l'obstacle linguistique et qu'on est dans une industrie culturelle qui s'exprime dans un langage. Bon. Donc ça c'est un obstacle supplémentaire vis-à-vis de nos concurrents américains. Que le projet de fusion entre TF1 et M6 ait échoué, beaucoup l'ont déploré. Alors il y avait parmi les membres de l'UDECAM des gens qui étaient plutôt pour, des gens qui étaient plutôt hostiles pour des raisons parce qu'ils craignaient l'inflation, d'autres qui étaient plutôt pour parce qu'ils pensaient que ça allait créer un champion français. Moi je voudrais qu'il se crée des champions européens. Vous voyez, quand Berlusconi, au travers de Mediaset, a racheté je sais plus trop quelle chaîne espagnole et une chaîne anglaise. Alors, je sais plus si c'est Channel 4, ITV ou Channel 5, je sais plus très bien. Mais voilà, on voit un axe qui se dégage. Je sais pas ce qu'aurait donné un géant comme TF1 plus M6, mais des alliances de cette nature, il va y en avoir. Il va y en avoir de plus en plus. L'autorité de la concurrence y jettera un coup d'œil, ou la Commission européenne aussi systématiquement. L'UDECAM regardera systématiquement, enfin à chaque fois qu'elle sera consultée, elle apportera sa contribution qui sera un peu dictée par la défense des marques que ces agences ont en portefeuille. Mais des alliances de cette nature, il va y en avoir de plus en plus, c'est évident. Molotov, ça aurait été bien que ce soit repris par les Français. J'ai appris ce matin que Salto allait être mis en liquidation judiciaire. C'est quand même dommage, même si ce sont des nains, des petits vis-à-vis des plateformes comme Netflix. C'est dommage qu'il n'y ait pas des offres européennes significatives qui pour comme alternative pour les téléspectateurs européens aux grandes plateformes américaines. C'est dommage. Moi, je voudrais qu'il y en ait plus. Voilà, on verra bien. Et tu as cité notamment dans ces grandes alliances, dans ces grands projets de fusion et potentiellement l'émergence d'un champion européen que l'UDECAM pouvait être sollicité. C'est peut-être l'occasion d'exprimer un petit peu mieux quels sont les rôles, les actions de l'UDECAM et en quoi est-ce que tu interviens pour défendre les intérêts des marques. Alors oui, l'UDECAM en fait c'est une association professionnelle qui rassemble l'ensemble des agences médias. Alors quelles sont-elles ? Il y a ce qu'on appelle les Big Six, les 6 plus grands groupes publicitaires mondiaux. Donc vous avez les agences médias de WPP, de Publicis, d'Avas, de Dentsu, d'IPG, le groupe Interpublic, et d'Omnicom. Voilà, donc tout ça déjà ça représente une bonne plus de 75% de part de marché.
Et puis vous avez également des agences indépendantes comme Oconnexion, Values. Alors si j'en cite deux, il faut que je les cite toutes évidemment, pour pas que j'en oublie. Donc Oconnexion, Values, Repeat, Cospirit et Anacruz. Voilà. Donc avec tout ça, on a, donc ça ce sont les 11 membres de l'UDECAM qui représentent à peu près 87% de parts de marché. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que dans le marché publicitaire, l'achat est beaucoup plus concentré que la vente d'espace. La vente d'espace, c'est quoi? C'est les régies qui, le plus souvent, sont des filiales de grands groupes, enfin des éditeurs, hein, donc de grands groupes qui produisent du contenu et qui le broadcastent. Il y a un obstacle culturel, on en parlait à l'instant, à la concentration des médias européens, et c'est bien normal. En revanche, l'achat, lui, est extrêmement concentré. C'est-à-dire que 85%, pardon, 75%, plus de 75% de la puissance d'achat est concentrée entre 6 groupes. Donc ça, c'est une première caractéristique qui est assez intéressante à observer. Dans ce contexte-là, le rôle de l'UDECAM, c'est de défendre les intérêts des agences médias auprès de toutes ces cibles et de faire rayonner ce métier d'agence média. C'est-à-dire que l'agence média, et j'ai envie de rappeler que c'est un peu les Français qui ont inventé ce modèle économique et qui ont inventé la notion d'agence média. Qu'est-ce qu'ils ont fait les Français dans les années 80? Ils ont transposé à la denrée que constitue l'espace publicitaire un modèle économique bien connu qui est celui de la grande distribution. Toutes les enseignes de grande distribution sont dotées d'une centrale d'achat. Et ben voilà, à l'origine, la première agence média de cette génération, elle s'appelait CARA. Dans les années 80, et CARA, c'était l'acronyme de centrale d'achat, radio, affichage, télévision. Tu vois, ça en dit long sur le statut qu'elle se donnait à elle-même. CARA disait, voilà, moi la création, c'est pas mon sujet. En revanche, je vais développer une spécialité qui est celle de l'achat d'espace publicitaire et j'en suis devenu un expert. Voilà. Et en fait, les Français ont été copiés par tous les groupes publicitaires anglo-saxons qui ont constitué leur propre réseau de centrales d'achat selon le même mode. En France, il y a eu un petit bémol à cette euphorie de la création des centrales d'achat qui s'appelle la loi Sapin. La loi Sapin a été votée au début des années 90 pour pallier les excès que connaissait ce métier. C'est-à-dire que ce métier se développait dans une relative opacité. C'est-à-dire que la centrale d'achat, elle achète en gros, elle revend au détail. Sauf que quand vous avez un patron de chaîne qui vous dit, moi, au mois de novembre, tous mes plannings de l'année N+1 sont pleins, je sais pas qui achète et je découvre au fur et à mesure que ça peut être Danone, Perrier, Nestlé ou Peugeot. Et j'aimerais un peu plus de transparence. Bon, donc la loi de Sapin est arrivée pour donner un peu plus de transparence. Bon, tout ça est très anecdotique, mais ça, en fait, ça a surtout fait en sorte que les centrales d'achat aient dû changer de modèle économique. Donc elles ont abandonné le modèle économique de l'agence, de la centrale d'achat qui achète en gros, qui envoie au détail, pour devenir des agences de conseil en stratégie média qui facturent des honoraires et qui, lorsqu'elles obtiennent une réduction plus importante parce qu'elles pèsent de tout leur portefeuille dans la négociation avec la chaîne ou sa régie, pour autant rétrocèdent la remise qu'elles ont obtenue à leurs annonceurs. Elles peuvent être incentivées sur ce qu'elles obtiennent en remise, mais tout ça se fait dans la plus grande transparence. Il ne m'appartient pas de dire si c'est bien ou c'est pas bien. Moi, j'observe juste que les agences médias sont beaucoup moins rentables en France que partout ailleurs où il n'y a pas de loi Sapin. C'est une première observation. Mais en tout cas, voilà. Donc, c'est vraiment une discipline de l'industrie publicitaire qui a été créée il y a un peu plus de 30 ans et qui s'est considérablement complexifiée. Si tu remarques qu'il y avait 6 chaînes de télé il y a 20 ans et qu'il y en a maintenant une profusion invraisemblable, plus d'une centaine, je parle aussi des chaînes thématiques de compléments, etc., que la radio aussi s'est numérisée, bon, pas de la même façon que la télé, mais qu'en tout cas, maintenant l'audio sur IP, voilà. Je te fais grâce de tous les commentaires qu'on pourrait faire sur l'explosion des formats sur Internet. Et puis comme la bande passante est arrivée pour booster tout ça, ça fait en fait une multitude de canaux. Bon. Et l'agence média, il faut qu'elle soit à jour en permanence surtout. Donc c'est elle qui prend ses marques par la main
pour les accompagner sur les dernières plateformes, sur Snap, sur TikTok, sur Deezer ou sur Spotify. Et c'est assez compliqué. Et donc, moi, je dois défendre, l'UDECAM doit défendre la valeur des agences médias, leur expertise et les faire rayonner. Donc déjà, rien qu'en illustrant la complexité de ce métier, tu sais, les agences médias, elles sont un peu entre le marteau et l'enclume. Les régies sont très fortes. Les marques les remettent en compétition très souvent. Et ce qui fait qu'elles sont encore là, c'est qu'elles sont devenues très agiles. Et comment sont-elles agiles? Elles ont une faculté d'intégrer des nouvelles disciplines en permanence. C'est-à-dire que le rôle de l'agence média d'une marque, c'est de devenir expert de TikTok avant même n'importe lequel des collaborateurs de cette marque. C'est de connaître dans le détail les audiences de Snap. Et d'ailleurs, j'ai découvert il y a assez peu de temps d'ailleurs que l'âge moyen de l'audience de Snap en France était 35 ans. Tu vois, donc voilà, quelques idées reçues qui circulent. C'est amusant. C'est ça l'agence média, c'est d'épouser toute la complexité de cet écosystème foisonnant des médias. Voilà, parce que si on laissait faire les choses, très vite, des grandes sociétés de consulting vous diraient, ta stratégie média, je m'en charge, je m'occupe déjà de ta stratégie industrielle. Ben non, c'est pas si simple que ça. C'est pas si simple que ça. Et en plus, on dit souvent que les conseilleurs sont pas les payeurs, sauf en pub, parce qu'en fait, l'agence média a un statut tellement particulier qu'elle est mandataire acheteur, c'est-à-dire qu'elle porte un mandat d'achat pour les marques qu'elle a en portefeuille. Donc ça engage énormément ça. C'est extrêmement engageant. Donc voilà, c'est tout ça l'agence média. Et le rôle de l'UDECAM, c'est de faire rayonner ce savoir-faire, cette faculté à épouser la complexité de cet écosystème auprès de toutes les cibles. Et les cibles, quelles sont-elles? Les cibles, c'est déjà, il faut qu'on donne envie aux marques de continuer à travailler avec des agences médias. Il y a des marques qui sont aventurées en se disant, moi, les achats médias, je vais faire passer par mon service des achats. Après tout, je fabrique des automobiles, j'achète du verre, j'achète de l'acier, j'achète du caoutchouc. Je peux acheter de l'espace publicitaire, c'est pareil. Non, c'est pas pareil. C'est pas aussi simple que ça. Et pas mal de marques avaient créé leur propre trading desk pour se connecter aux grandes plateformes digitales et acheter de l'espace, et puis qui sont revenus en arrière puisqu'elles se sont rendues compte que, il y avait un turnover incroyable. C'est-à-dire que je constitue ma petite équipe qui va m'acheter mon média. Mais en fait, ils s'en vont tout le temps, ces gens-là. Il faut que je les recrute en permanence. 2, il faut que je les forme. 3, ils me demandent des augmentations de 5% chaque année parce qu'il y a une telle pression sur le marché publicitaire qu'il faut que je les garde. Bon, retour en arrière et on reprend une agence média. Donc moi, mon rôle, c'est de faire comprendre ça à tous les annonceurs qui seraient tentés par l'aventure de la réintégration au travers de leurs services achats, de leurs achats médias, parce que l'espace publicitaire n'est pas une denrée, c'est pas une matière première qui est aussi facile à appréhender que du caoutchouc ou de l'acier. La deuxième cible, c'est les pouvoirs publics. C'est-à-dire qu'il faut que les pouvoirs publics nous identifient comme un interlocuteur privilégié quand il s'agit de légiférer. J'ouvre juste une parenthèse. Il y a une des disciplines publicitaires qui explose, qui s'appelle le marketing d'influence. Bon. Certains appellent à une légifération, à légiférer sur le marketing d'influence. D'autres disent, et l'UDECAM fait plutôt partie de cette deuxième catégorie, qu'il y a déjà un arsenal juridique, déontologique extrêmement fourni, qu'il n'est pas la peine de rajouter des lois qui risqueraient en plus d'entrer en collision avec les lois qui préexistent. Bon. Mais donc les services de Bercy nous ont identifié l'UDECAM comme un des interlocuteurs privilégiés pour réfléchir à porter un meilleur encadrement à ce marché du marketing digital. Donc les pouvoirs publics, voilà, il faut que l'UDECAM continue de développer sa visibilité auprès des pouvoirs publics. J'allais dire, la troisième cible, c'est les agences elles-mêmes et leurs collaborateurs. Moi, j'ai des CEO dans mon board qui doivent justifier chaque année une cotisation qui, crois-moi, est un montant significatif dans leur PNL. Donc, il faut que je leur donne de bonnes raisons de rester à l'UDECAM. Il y a une quatrième cible, et j'aurais même dû commencer par celle-ci, c'est celle des jeunes et du milieu studentin. C'est qu'aujourd'hui, il y a de moins en moins de jeunes qui veulent travailler dans la pub. Et pourtant, ils veulent tous aller travailler sur les plateformes TikTok qui consomment, dont ils sont les principaux consommateurs, on va dire. L'expertise, elle est dans les agences médias. Donc, j'ai envie de leur dire,
venez travailler en agence média, mais pour ça, il faut que je leur fasse comprendre nos métiers. Il faut que l'UDECAM parvienne à démystifier le métier d'acheteur média. Et puis en plus, dans un contexte où la pub est un peu le bouc émissaire de tous les maux de la terre, ben moi je crois que si on prête à la publicité la faculté de générer de la consommation, voire de la surconsommation, alors il faut aussi reconnaître à la publicité la faculté d'inspirer des comportements responsables. Donc voilà, et si on arrive à faire comprendre ça aux jeunes étudiants en école de commerce ou de marketing, qu'il y a des choses, qu'on a besoin d'eux d'ailleurs pour révolutionner notre propre marché de la publicité, on aura gagné, mais on n'en est pas encore là. Voilà, donc vous voyez les 4 ou 5 cibles que je viens de vous exposer là, c'est celles qui qui constituent ma priorité 2023. C'est-à-dire démystifier, expliquer, faire de la pédagogie, donner envie. Voilà, c'est ça le rôle de l'UDECAM. C'est ça, j'allais dire plus généralement, c'est ça le rôle d'une organisation professionnelle, c'est de défendre les métiers qu'elle est censée représenter. Voilà. Bien sûr. Et d'ailleurs, par rapport à ce dernier point, notamment sur la transition écologique, le RSE, etc., on fait bien volontiers de l'étude d'empreinte carbone et de la compensation, mais on oublie bien souvent le pouvoir d'influence hyper important qu'on a et qui préfigure potentiellement des tendances d'achat de façon globale et qui, elles, ont un impact bien plus important quelque part que l'empreinte carbone d'une campagne. Mais bref, c'était pour la parenthèse, c'était pas forcément le sujet aujourd'hui, mais on pourrait refaire un épisode entier. C'est quelque chose qui m'intéresse particulièrement. Tu l'as cité, le rôle principal des agences médias, c'est d'opérer des achats dans des contextes foisonnants avec une multitude de formats qui répondent chacun, d'ailleurs on l'a dit plus tôt, à des KPI parfois différentes, à des plateformes différentes, à des cibles différentes. Tu vois, tu as parlé Snapchat, effectivement, moi je pensais pas du tout que l'âge moyen était 35 ans. Si on revient sur la TV, j'imagine que la TV classique dans ton salon correspond peut-être à une moyenne d'âge de 50 ans, quand Netflix correspond peut-être à des jeunes trentenaires, et ainsi de suite. Donc il y a c'est tout ce savoir-faire aussi qu'on achète en passant par une agence média. Tu as parlé de la radio aussi, qui quelque part se réinvente grâce au podcast après être tombé un peu en désuétude, ou même les newsletters qui, après être passés souvent sous forme de spam, se redeviennent un média à part entière sous l'impulsion de Substack. Enfin bref, il y a plein de choses, de supports, d'écosystèmes. Il y a le métaverse qui arrive. C'est foisonnant comme tu le dis. Toi justement, de façon un petit peu amusante, si tu étais une marque avec 1 million d'euros de budget marketing, ça serait quoi un peu les supports qui t'enthousiastent? Sur quoi est-ce que tu aimerais aller? Bien évidemment, ça dépend des objectifs du client, mais c'est simplement une question un petit peu ouverte pour que tu puisses parler en 2 mots de quelques signaux faibles que tu trouves intéressants. Ouh là là, c'est une question piège ça. Puis en fait 1 million d'euros c'est pas beaucoup. Bon bah je t'en donne 10. Voilà, c'est si Noël. Tu m'en donnes 10, si tu m'en donnes 10, je pense que j'aurais tendance à... Ouais, c'est délicat. J'aurais tendance à saupoudrer un peu partout. Et parce qu'en fait, ce qu'on démontrait beaucoup d'études, c'est que comment dire, c'est que plutôt que de mettre tout son argent sur un seul levier, lorsqu'on fait en sorte que ces leviers se font écho les uns aux autres, eh ben on peut décupler. Alors décupler, c'est peut-être pas le terme approprié, mais en tout cas on met un facteur pour augmenter encore l'effet de sa campagne publicitaire. Donc j'aurais tendance, voilà, 1 million d'euros. Bon, je sais pas, je ferais des choix judicieux avec un bon mix entre des médias traditionnels, même s'ils n'aiment pas beaucoup ce mot, et des leviers tout récents. Encore que ça dépend de ma cible, tu vois. Là, je suis en train de répondre à une question alors que je t'ai même pas demandé le reste du brief. Tu me donnes 10 millions, mais c'est quoi la cible, c'est quoi le produit, c'est quoi son circuit de distribution, c'est quoi l'objectif? Bon, voilà, est-ce qu'on est en lancement, est-ce qu'on est en développement des ventes? Bon. Donc, ça dépend de beaucoup de choses. Mais j'aurais tendance à disséminer le plus possible. Je dis pas ça pour être politiquement correct, parce que j'ai lu des cas, mais je dis ça parce que je sais, beaucoup d'études l'ont montré, voilà, que quand les leviers se font intelligemment écho les uns aux autres, il y a une synergie. En fait, je vais te dire, quand on ajoute de la créativité média à la créativité du message, c'est là où on a les résultats les plus extraordinaires. On en revient à cette notion clé qui est la créativité, qui avait mené ton cœur au tout début à ses balbutiements dans le milieu de la publicité, et qu'on retrouve, si ce n'est dans la réalisation graphique, dans le choix judicieux des sources d'activation de son plan média.
Exactement. Il y a de la créativité en agence média. Ce sera ma revendication du jour. Il y en a Merveilleux. beaucoup même. Écoute, si on veut rejoindre l'UDECAM, te parler, te poser des questions, etc., je mettrai le lien de ton profil LinkedIn et puis le lien du site de l'UDECAM dans l'article lié. Est-ce que tu auras un prochain invité à me recommander pour prendre ta suite? Oula, alors je n'y ai pas réfléchi. Alors ça dépend. Je vais te donner le choix. Est-ce que tu veux plutôt quelqu'un de créatif, quelqu'un de pédagogue, un scientifique, Un peu des trois? ça dépend. Non, mais si je pense à quelqu'un dont je sais qu'il aime bien démystifier. Pourtant, c'est un grand scientifique. J'ai beaucoup d'estime pour lui, mais dont je sais qu'il aime bien démystifier sa profession et qui a une singulière propension à rendre simple des complexes qui pourraient sembler a priori très complexes. Il s'agit de Laurent Nicolas. Laurent Nicolas a créé un des premiers panels Internet au début des années 2000, qu'il a ensuite revendu. Il a été un des pionniers de ce qu'on appelle l'advérification. L'advérification, tu sais, c'est ce petit tag JavaScript qui est porté par la publicité et qui, pendant qu'elle se télécharge et qu'elle s'exécute, est capable de mesurer sa visibilité, le taux de compression de la vidéo, où est-ce qu'elle est diffusée, etc. Donc Laurent Nicolas, pardon, a créé il y a 2-3 ans, un peu plus que ça, je crois, une société qui s'appelle Implicit, et qui a récemment signé un deal avec Médiamétrie. Il t'expliquera beaucoup mieux que moi ce qu'il fait, mais il est très intéressant, ce garçon. En plus, c'est un tour du mondiste. Donc, il a fait un break il y a 2 ans pour faire un tour du monde avec sa famille. Il a amené un album photo extraordinaire de cette expérience. Il aura plein de choses à te raconter. Écoute, je t'envoie les coordonnées de Laurent Nicolas, fondateur d'Implicit. Je te remercie pour cette excellente recommandation que j'ai déjà reçue sur le podcast. Et donc, tu viens de nous faire un magnifique teasing qui motivera, j'en suis sûr, les auditeurs à aller écouter l'épisode que j'ai enregistré avec lui il y a quelques semaines. Je mettrai également le lien en contexte dans l'article lié. Damien, je te remercie encore pour ton temps, pour ces 47 minutes de discussion très enrichissantes, pour cette épopée de la télévision et les différents mouvements qui sont en cours actuellement, qui sont absolument passionnants, mais aussi pour cette vision un petit peu plus authentique du métier d'agence média à qui tu redonnes toutes les lettres de noblesse, là où elles sont parfois critiquées. Donc tu as merveilleusement bien fait ça et je te remercie. Merci David, merci à toi. Belle journée, à bientôt. À bientôt, au revoir.